suis maître Évariste Ouenché, juriste d'affaires spécialisé en droit bancaire et marché financier, en fonction en Allemagne. Alors, je viens justement, comme vous le disiez tantôt, d'Abidjan il y a à peine une semaine. Et donc, j'ai pu vivre le début des événements que nous constatons tous aujourd'hui sur les terrains. La situation à Abidjan est difficile. Elle est difficile parce que en rien de temps, Abidjan a plongé dans un chaos indescriptible. Alors, un chaos indescriptible dû au fait que des troupes armées, c'est-à-dire la rébellion armée, qui a été renforcée en hommes et en armes par la France et l'ONUCI, notamment par des soldats burkinabés, des réservistes burkinabés et des jeunes que l'on a mêlés, qu'on a forcés à intervenir dans cette crise. Les dernières nouvelles sont extrêmement graves. Je crois d'abord qu'il faut répéter que même si les grands médias n'en parlent pas, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était secrétaire général de la présidence, Désiré Tagro, a été assassiné. Et j'ai une pensée en même temps pour Doudou Boga Doudou, qui lui-même a été assassiné en 2002, sans qu'on en parle beaucoup. Il était aussi ministre de l'Intérieur. À l'époque, Désiré Tagro était son directeur de cabinet. Alors, au niveau d'Abidjan, la situation actuelle, c'est que personne ne dirige le pays. Laurent Gbagbo ayant été kidnappé par les licornes ne dirige plus le pays. Son équipe est majoritairement regroupée à l'hôtel du Golfe. Mais Ouattara non plus ne dirige le pays. Parce que visiblement, il n'a pas le contrôle de ses hommes. Ces hommes ne répondent pas à ses appels à la paix, à ses appels aux cessations des hostilités. Ces hommes font la loi seuls dans les quartiers où ils pillent, ils cassent les portes, ils violent, ils volent. Et leur nouvelle mode, c'est les voitures. Dès que les voitures sont garées, il faut qu'ils cherchent à savoir à qui ça appartient, aller prendre les clés des voitures. Donc, ils tuent pour qu'on leur remette les clés des voitures. Parce qu'il y a bien évidemment beaucoup de soldats étrangers qui aimeraient bien retourner chez eux avec des trophées de guerre. Il y en a qui veulent bien retourner aussi dans la moitié nord, qui savent qu'il ne va pas, où le calme ne va pas revenir d'ici là. Et donc, à ce jour, Abidjan, c'est les cadavres. Les cadavres partout qui n'ont pas été ramassés, qui ont commencé à se décomposer. Il faut même craindre des épidémies de choléra. Les cadavres ont commencé à se décomposer. Il y en a qui ont commencé déjà à... Il y a la puanteur un peu partout. Un peu partout. Et vous voyez, l'ONUCI ne réussit pas non plus à ramener l'autre. La licorne ne réussit pas à ramener l'autre. Les rebelles, de toutes les façons, pas eux-mêmes sont une partie du désordre. C'est eux qui sèment le désordre à Abidjan. Ils sont plus seulement à Abidjan. Ils ont commencé depuis 3 jours à rentrer dans les villages. Je vais vous dire que je suis plus que troublé. Je dirais même que c'est au-delà de l'émotion. C'est une tristesse doublée d'une colère. D'accord. Parce que nous avons vécu les indépendances dans nos pays et nous avons cru que la puissance coloniale n'allait plus intervenir avec telle violence. Oui, mais on a cru, mais depuis près de 400 ans, l'Occident se sert en Afrique, et ça, on le savait. Ça, on le savait. Mais nous le savions, nous avons dénoncé, mais le problème, c'est que nous avions cru, parce qu'on est quand même des humains, que ça ne pouvait plus se reproduire. Et se reproduire avec une telle violence, une telle brutalité et avec un tel cynisme. Il faut aussi préciser que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, il y a aussi l'écomorgue à Abidjan. D'accord. L'écomorgue, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir eu un mandat officiel pour venir intervenir en Côte d'Ivoire, quelques pays de l'écomorgue se sont organisés et ont déversé des soldats sur Abidjan. Donc, il faut considérer qu'il y a l'écomorgue à Abidjan. Ce qui a fait que la rébellion, en moins de 4 jours, pratiquement, a réussi ce qu'ils n'ont pas pu en bientôt 10 ans. C'est-à-dire prendre le contrôle du reste du pays. Aujourd'hui, la rébellion a pu prendre, au prix de divers combats, soutenus par la France et menés parfois par la France elle-même. On a bien vu avec les forces licornes. On a pu le voir avec les forces licornes qui se sont permis d'entrer directement. Bon, là encore, c'est au niveau d'Abidjan, sinon il y a longtemps, ces forces-là se battent aux côtés de la rébellion en Côte d'Ivoire. J'ai des nouvelles extrêmement graves
grave, tragique de ce qui peut se passer en ce moment à Yopougon en particulier, où il y a eu pas mal de gens, partisans de Laurent Gbagbo, qui ont été pourchassés et exécutés. Il y a également... Des exécutions sommaires. Hein. Bon, là, de toute façon, je ne veux pas donner plus de précision. Ce sont des messages que je reçois et dont je suis sûr. Je sais aussi que de nombreux domiciles d'anciens ministres ou de responsables du FPI ou de gens qui occupaient des fonctions administratives importantes dans l'État ivoirien, leurs domiciles ont été pillés. Et en ce moment, je crois savoir qu'ils ont été regroupés dans un hôtel dont je ne veux pas dire le nom, de la Côte encore à Abidjan, sous protection, comme on dit, de l'ONUCI. J'espère qu'elle sera efficace. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que le président ivoirien constitutionnellement élu, Laurent Gbagbo, lui est véritablement pris en otage, non seulement avec l'assentiment, mais avec la complicité de l'ensemble de la communauté internationale, et ceci à l'initiative de la France. On ne peut pas venir dans un pays souverain, membre de l'ONU, une organisation qui, dit-on, est là pour le droit international et pour la paix dans le monde. Mais nous avons vu l'ONUCI intervenir en Côte d'Ivoire, alors que l'ONUCI doit être une force de maintien de la paix. L'ONUCI ne maintient pas la paix en Côte d'Ivoire, l'ONUCI a été partie prenante en Côte d'Ivoire, ce qui est complètement en dehors du mandat que nous connaissons de l'ONU. C'est pour cela que je ne suis plus, pour ma part, je ne suis plus pour la participation à l'état actuel des pays africains dans l'ONU tel que l'ONU fonctionne aujourd'hui. L'ONU est devenue une sorte de syndicat des grandes puissances qui manipulent l'ONU pour servir leurs propres intérêts dans nos pays d'Afrique. On ne peut plus continuer avec cette structure et avec son fonctionnement qui date depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc je pense qu'il nous faut en Afrique demander non plus simplement la participation d'un pays d'Afrique au Conseil de sécurité, qui aura la permanence au Conseil de sécurité. Il s'agit maintenant de refonder la gouvernance mondiale, de faire en sorte que les choses changent. Mais avant d'en arriver là, cher Arsène, notre ami Thibaut Obou signalait tantôt que le problème, il y a une possibilité aussi en amont de réagir. C'est-à-dire que quand on voit des grosses structures, des grosses sociétés nationales qui sont gérées par des étrangers, est-ce que ça ne pose pas vraiment des interrogations? Ça pose des interrogations dans nos pays. Ça montre simplement que nous avons, dit-on, eu l'indépendance sur le papier. Mais sur le plan intellectuel, sur le plan mental, nous ne sommes pas encore totalement indépendants. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, les économies africaines soient pratiquement téléguidées, dirigées par des structures étrangères, par des dirigeants étrangers. Je vais quand même rappeler ce qui est une évidence aujourd'hui, qu'en Afrique, nous avons des compétences, nous avons aujourd'hui des gens qui, dans tous les domaines socio-économiques, politiques, qui sont capables et qui ont acquis l'expérience. Donc avec tout ça, nous sommes capables de diriger nos sociétés nous-mêmes. Avant de quitter, j'étais encore avec le général Ouacha Kedjebo lorsque nous avons reçu les derniers témoignages du capitaine Conan qui dirigeait notre troupe, qui est le chef du théâtre des opérations à Dieugué, et qui a appelé, qui disait ceci, il dit mais on nous attaque. On nous attaque de partout. Il dit oh mais je les vois, c'est ONUCI qui nous attaque, c'est ONUCI. C'est ONUCI. Il y a un déluge de feu qui s'abat sur nous. Écoutez, on ne va pas s'en sortir les gars. On ne va pas s'en sortir. Et puis, à l'heure où je vous parle, lui, il est tombé. Tous ces éléments, sans exception, ont été assassinés. Et ceux qui ont pris le contrôle de la ville de Dieugué ont perpétré des massacres, des génocides des populations, ouais, qu'on suppose être proches de Gbagbo parce que Dieugué a voté Gbagbo. Et donc, c'est près de 3000 personnes qui ont été officiellement tuées à Dieugué en attendant d'avoir le bilan définitif. Au niveau d'Abidjan, c'est le même désordre. Dès qu'ils sont rentrés dans la ville d'Abidjan, ils ont commencé à piller, à violer, à violenter, à tuer
à voler. Ils font le porte-à-porte, ils cassent de porte en porte. Moi-même qui vous parle, 3 jours après que j'ai quitté Abidjan, la résidence où j'étais logé a été attaquée. Ma chambre a été incendiée. Je dis bien incendiée par les rebelles. Le personnel de la résidence a été horrifié, terrifié. Ils ont cassé porte par porte dans la résidence pour piller. Ils sont partis avec les télévisions, ils sont dans les champs. Ils ont même pris les portables des filles qui font les services dans la résidence. Notamment sur le plan monétaire. Je crois que nous traînons ce boulet du franc CFA et je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'Afrique francophone notamment puisse comprendre que nous ne pouvons pas développer nos économies si notre monnaie est gérée depuis la puissance coloniale. Je n'ai rien contre la France. La France est un pays que j'aime, que j'adore, mais il est inévitable que nous, pour nous développer, nous avons besoin de nous affranchir de la tutelle de la France, tout en maintenant, je pense, des relations diplomatiques qui soient profitables à tout le monde. Mais nous ne pouvons pas prétendre à une souveraineté, à une indépendance, si nos économies, si nos politiques doivent d'abord recueillir l'assentiment des puissants ici pour décider de ce qui doit être fait, de ce qui doit être fait dans nos pays. Il faut arrêter les tueries. D'accord. Alors nous avons au niveau de la CONARECI, la Coalition nationale des résistants de Côte d'Ivoire, nous avons 77 leaders qu'il nous faut faire sortir urgemment d'Abidjan. Nous en avons pu faire sortir ici. C'est tellement difficile parce que quelqu'un soit il tombe dans un barrage des rebelles. Il va éviter 2 barrages, il va tomber dans le 3e, il va se faire prendre, il va se faire tuer. Donc on a 71 personnes qui attendent à Abidjan seulement au niveau de la CONARECI, pas au niveau de l'Alliance, pas au niveau de l'équipe gouvernementale. Et donc il y a cette urgence-là qui est là. L'autre urgence, c'est que Ouattara n'arrive pas à contrôler la situation et c'est pas sûr que ça change. C'est pour ça que nous sommes d'avis que seul un discours du président Laurent Gbagbo peut ramener le calme et la sérénité en Côte d'Ivoire. Si tout de suite le président Laurent Gbagbo fait un discours d'apaisement, le calme va revenir en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire doivent entendre cette voix et ramener le président Laurent Gbagbo pour qu'il parle aux Ivoiriens pour que la paix revienne à Abidjan. J'ai lu quelque part sur un site internet, Abidjan.net pour ne pas le citer, que vous avez fait une déclaration dans laquelle vous avez dit, voici quelque temps, le président Gbagbo ne s'en sortira pas. Le confirmez-vous? Si oui... Non, je veux dire que ça a été un extrait d'un propos où je faisais tout un parallèle avec Patrice Lumumba, qui, comme vous le savez, a été assassiné. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait ce parallèle que certaines personnes n'ont pas compris, d'autant qu'en plus, l'AFP a repris mes propos de façon tronquée. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Laverty, s'il y avait un dernier message à passer, finalement, pour apporter comme... sortie de crise, comme élément de sortie de crise. Le message, il est très simple. La Côte d'Ivoire ne peut se réconcilier, je l'ai déjà dit, qu'avec Laurent Gbagbo, président élu constitutionnellement, vivant bien sûr, mais libre. Ce qui est aujourd'hui absolument odieux, c'est qu'il soit véritablement retenu, prisonnier, sur les ordres de M. Ouattara. Et je dois dire, c'est une sorte de gouverneur d'un pays sous tutelle de l'ONU. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, alors que M. Gbagbo était en train d'effectuer son premier mandat, les partisans de M. Alassane Ouattara et lui-même réclamaient la mise sous tutelle de la Côte d'Ivoire, mais il y est arrivé. Donc c'est, je dirais, l'ascension un petit peu minable d'un gouverneur décalé par rapport à l'histoire.